Les élections européennes sont des élections qui ne servent à rien, dans la mesure où elles créent une tambouille qui, en même temps, ne réglera pas le problème, puisque l'organe décisionnaire, ça s'appelle la Commission européenne, et en plus, tributaire d'une vie politique à l'intérieur du Parlement européen, qui n'intéresse personne, si ce n'est les partis, puisque les Français et les populations et les peuples s'en foutent royalement. Bonjour à tous et à toutes, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libra-Média. Aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume Bigot, qui est politologue, historialiste sur CNews et Sud Radio. Bonjour, Monsieur Bigot. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Je suis également accompagné de Guylain Benessa, qui est avocat, docteur en philosophie, auteur de plusieurs livres. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et vous publiez aux éditions de L'Artilleur « On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges », un livre dans lequel vous décrivez, si on peut appeler ça comme ça, le grand déclin français. La première question, est-ce que le déclin que vous décrivez est plus fort en France qu'ailleurs en Occident, ou c'est parce que la France, finalement, tombe plus haut que les autres pays occidentaux, d'une certaine façon? C'est une question intéressante qui nous est posée de l'autre côté de l'Atlantique par la Nouvelle-France, d'une certaine façon, comme on disait avant. En fait, vous avez raison, la déception est très importante pour la France, parce que je pense que c'est tout le problème de l'attachement presque viscéral de la classe dirigeante française, mais aussi des Français à la construction européenne, c'est que la construction européenne, elle a été tout de suite conçue comme une France en plus grand, comme le levier d'Archimède, comme disait le général de Gaulle, le moyen de donner à la France les marges de manœuvre, la surface, la taille critique, comme on dit, qui lui manquait et qui lui manque de plus en plus à travers la mondialisation. Donc l'effet dépressif de l'échec de l'Europe est vécu par les Français comme un échec de la France. Oui, je pense que, pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense simplement que je pense que les autres pays n'ont pas tous le même rapport que nous avons, presque romantique, à la construction européenne. Enfin, en tout cas, on a tenté de le concevoir comme ça, c'est-à-dire il y a une espèce de vitalité, on y a mis l'existence même de la France, comme si la France ne pouvait pas survivre à un échec de l'Europe. C'est-à-dire on a lié les deux destins. Et quelque part, du coup, quand le destin déconne ou quand les choses vont mal, on a l'impression que ça se répercute à la fois sur l'Europe et sur la France et sur l'Europe. Et il y a un mal-être qui s'organise, qui se répand petit à petit à la mesure des promesses qui ont été faites il y a longtemps, des promesses qui ont été faites par les politiciens français et européens, par les chefs d'État d'ailleurs, François Mitterrand qui avait un attachement particulier à l'Europe dès les années 80, etc., Giscard avant, et que maintenant avec Emmanuel Macron, il y a l'idée, encore une fois avec Macron, nous avons un président très pro-européen, et que les promesses qui ont été faites par le candidat Macron et par le président Macron achoppent sur le réel, et ça crée un effet de dépression, un effet dépressif un peu généralisé. Je pense, pour compléter ce que dit Guylain très justement, une formule de Chateaubriand, on ne peut guider ou mener les Français, disait Chateaubriand, on ne peut les mener que par les rêves. Et le rêve français, le songe français, c'est l'Europe, en fait. Et ça a même commencé avant François Mitterrand. En France, pour décrire l'Union européenne, on parle de grand dessein. C'est-à-dire vraiment, c'est l'idée de quelque chose qui dépasse la France. Et vous savez, dans le fond, dans l'imaginaire collectif du peuple français, il y a l'idée que la France, c'est la fille aînée d'église, c'est la fille de l'idéal, elle est au service d'un objectif et d'un idéal qui est plus grand qu'elle-même. Les Français ne se contentent pas de défendre leurs intérêts. Et donc, à l'intérieur de l'Union européenne, qui a des côtés un peu auberge espagnole, tous les pays, en fait, sont des passagers clandestins, ou tous les pays sont à l'intérieur de l'Europe pour se servir de l'Europe et pour s'en servir. Les seuls naïfs, les seuls dindons de la farce européenne, ce sont les Français, qui de manière naïve croient faire la France en plus grand et croient que la France va à la fois se démultiplier et d'une certaine façon se transcender, devenir autre chose qu'elle-même. Et en fait, les Français, bien sûr, ont la nostalgie de la grandeur, mais les Français ont d'une certaine façon découplé
la défense réaliste, matérielle, concrète de leurs intérêts est, disons, un idéal politique, parce qu'en effet, Chateaubriand a raison, les Français ne peuvent être guidés que par les rêves. Et les rêves qu'on propose au peuple français, le rêve d'Emmanuel Macron, c'est la fin de vie, c'est l'euthanasie. Le rêve d'Emmanuel Macron, c'est les retraites. Donc le rêve du pays qui a fabriqué finalement la Galerie des Glaces, qui a fabriqué des Nations Unies, qui a fabriqué les automobiles, qui a fabriqué... tous les grands rêves de la modernité sont quasiment français. Eh bien, on propose à ce pays, la Galerie des Glaces, on lui propose Ikea. En fait, on lui propose de transformer, on lui propose un traité de commerce et quelque chose qui est complètement bas de gamme en réalité. Donc, c'est très, très dépressif pour les Français. Est-ce qu'il y a pas une sorte de problème identitaire, c'est-à-dire effectivement cette confusion entre la France et le monde entier, c'est-à-dire qu'on aurait envie que les frontières de la France soient celles du monde entier finalement? C'est ça. Donc, cette confusion-là qui baigne dans l'imaginaire français n'est pas un peu à l'origine du malaise que vous décrivez, c'est-à-dire cette tension-là entre la souveraineté et finalement cette France qu'on voudrait universelle? Je vais laisser Guilain répondre, mais surtout, il me semble que, et c'est le cœur de notre propos, de notre ouvrage, c'est qu'on a vendu l'Europe comme étant à la bonne échelle pour neutraliser et pour s'adapter à la mondialisation, et qui a déclenché des forces titanesque, très puissante, la force commerciale chinoise, les flux migratoires, etc. Et en réalité, on se rend compte que l'Union européenne, au lieu de servir de bouclier, au lieu de servir de protection, eh bien, l'Union européenne nous livre, en fait, pieds et poings liés. L'Union européenne est quelque chose qui accélère la concurrence déloyale. L'Union européenne est quelque chose qui accélère l'immigration. L'Union européenne est quelque chose qui accélère le réchauffement climatique. Au lieu d'être la solution à tous nos problèmes, c'est un aggravateur de problèmes. Et en fait, cette fameuse république universelle que rêve la France, à l'échelle du monde, en réalité, on se retrouve dans une situation où on fait un club de pays blancs, chrétiens, qui vont, comme des petits poussins, refuser d'ailleurs de se défendre contre les flux migratoires, refuser d'utiliser leur État, parce qu'ils ne font plus d'enfants, ils ont très peur, ils se mettent tous ensemble, et on va devenir un espèce de club de racistes névrosés dans un EHPAD qui a peur du reste du monde, alors qu'en fait, évidemment, quand la France parle réellement, quand elle est à nouveau elle-même, le monde entier l'écoute, parce que la France a encore beaucoup de choses à dire, et la France, elle est quand même présente sur tous les continents. Voilà, moi, en tant que Français, j'en ai absolument rien à foutre de donner de l'argent à la Lettonie. Par contre, mes compatriotes à la Réunion, ils ont plus d'argent. Voilà. Et au lieu de donner de l'argent à la Réunion, au lieu de donner de l'argent à Mayotte, on va donner de l'argent à la Lettonie ou à l'Ukraine. Enfin, c'est complètement délirant. Donc, c'est un fantasme assez raciste. Et d'ailleurs, l'Union européenne a des aspects de Troisième Reich ou de Quatrième Reich élargi. La preuve, l'Union européenne plaide pour qu'on envoie des chars, non pas Panthère ou Léopard, je ne sais plus ce qu'on envoie, dans la plaine ukrainienne pour tuer des Russes. Enfin, c'est très bizarre comme projet. Guilain, ouais. Je pense que la relation qu'on entretient en France, elle est compliquée parce que chaque fois, et on l'a vu avec les retraites, on l'a vu avec récemment avec la guerre en Ukraine, et on a plein d'exemples. En fait, à chaque fois qu'un dysfonctionnement se produit, massif ou petit, etc., peu importe la taille du dysfonctionnement, le mot d'ordre est absolument toujours le même, c'est plus d'Europe. Donc en fait, on n'interroge jamais quant à savoir si l'Europe va bien répondre, qu'est-ce que va faire l'Europe, on s'en fiche en fait. La question, à chaque fois, la seule question, plutôt le mot d'ordre, le slogan, c'est plus d'Europe. Un exemple vraiment, mais il y en a tellement. Crise du Covid arrive, la question des vaccins se pose, etc. Et on a eu un moment où il fallait littéralement plus d'Europe. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, a sorti l'atout cœur d'Emmanuel Macron, ou l'atout charme d'Emmanuel Macron, qui était la souveraineté européenne. Donc on a voulu donner des compétences à l'Union européenne en matière de santé que l'Union européenne n'a pas au regard des traités. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est habitué à ce que malgré l'impasse qu'elle suscite petit à petit, cette Union européenne, elle aurait en même temps des cartes pour répondre à ces dysfonctionnements, alors qu'en fait, on n'a aucune idée des cartes qu'elle joue, et lorsqu'elle joue ces cartes, elle enterre, ou plutôt elle accélère les problèmes plutôt qu'elle les résout. Mais mine de rien, ça reste l'as qu'on sort de notre manche à chaque fois. D'ailleurs, je veux vous entendre là-dessus, vous parlez d'accélération de la dégringolade. C'est un livre qui est assez pessimiste, là, on peut dire. Vous êtes très inquiet pour l'avenir de votre pays, là. Quel rôle la pandémie a-t-elle joué dans cette accélération de la dégringolade, dans ce grand déclin que vous décrivez? En fait, la gestion de la pandémie, là, plus précisément. Alors, on peut répondre en général et en particulier pour notre sujet qui est la construction européenne.
En général, moi, j'étais à ce moment-là à la tête d'un groupe d'écoles de commerce, donc à la fois avec des étudiants et à la fois dans une situation de chef d'entreprise. Et donc, j'ai senti, mais je ne suis pas le seul, que quelque chose de la virtualisation du monde s'accélérait, et dans le rapport à autrui, dans le rapport aux autres, dans le rapport au réel aussi, par opposition à l'idéologie ou à quelque chose qui est virtuel, on avait un élastique s'était cassé en quelque sorte. C'est-à-dire que le rapport au groupe, le rapport à la réalité, le rapport au temps, à l'espace, se retrouver avec des vrais gens dans un véritable lieu, c'est quelque chose qui devenait une option parmi d'autres. Donc tout ça, c'est la thématique du télétravail, de la virtualisation, de la numérisation, mais aussi du rapport à autrui et donc au désir et donc à l'effort. Enfin, tout ça est assez complexe comme affaire, mais aussi une affaire de rapport au risque. Donc il y a quelque chose c'est une accélération très très forte, à mon avis, du narcissisme contemporain, qu'un Christopher Lasch, dont il avait parfaitement établi le diagnostic déjà à la fin des années 70, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un occidental? C'est quand même quelqu'un qui pense qu'il est soit le maître du monde du 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle, soit qu'il est le monstre qui est la racine et la cause de tous les problèmes du monde. Et que soit il est meilleur que les autres, soit il est pire que les autres. Là, on revient sur les thématiques du wokisme. Donc on est dans un enfermement masturbatoire et narcissique. Généralement, ça va bien ensemble. L'autre n'existe pas et on se suffit à soi-même. Donc je pense que le Covid, ça a accéléré ça. Maintenant, pour répondre à la question de l'Union européenne, c'est vraiment l'EHPAD de l'histoire, hein, des pays qui veulent aller mourir, une espèce de cimetière des éléphants, des démocraties qui ne veulent plus être des démocraties, des nations qui ne veulent plus être des nations, des États qui ne veulent plus être des États, et qui vont se coucher comme ça sur le flanc de manière absolument infantile et narcissique en pensant qu'ils vont arrêter le temps, ils vont arrêter l'histoire, ils vont arrêter la géographie. Et c'est ça profondément l'Union européenne. Et on a bien vu que sur le Covid, on a raconté au peuple européen que sans l'Europe, on n'aurait pas eu les vaccins. Bon, et les gens ont cru ça. Et en vérité, c'est pas que sans l'Europe, on n'aurait pas eu les vaccins. Tous les pays d'Europe, à commencer par la Suisse, par exemple, la Confédération helvétique, tout petit pays, quelques millions d'habitants, eh bien, ils ont eu les vaccins, mais ils ont eu la bonne dose de vaccins et ils les ont eu moins cher. Donc, qu'est-ce que nous a permis d'avoir l'Union européenne? L'Union européenne nous a permis de payer 19 € des vaccins qui en coûtaient 15, et l'Union européenne nous a permis d'avoir 300 ou 400 millions de doses de vaccins périmés qu'il faut payer. Et on continue à payer Pfizer et compagnie, parce qu'il y a une dame dont le mari travaille avec Pfizer, qui s'appelle Madame von der Leyen, qui est la chef, l'Oberbandsführer de l'Europe, et elle nous a dit, c'est comme ça, c'est pas autrement, j'ai envoyé des SMS au patron de Pfizer. Donc maintenant, vous allez les acheter aux conditions que je vous dis. C'est étonnant. Donc on a fait ça, et on a fait une dernière chose, c'est on nous a expliqué qu'il fallait emprunter, entre guillemets, comme le dit le président Macron, en européen. Alors, emprunter en européen, c'est très intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je vais à la banque et que j'emprunte, disons, 100 000 $ canadiens, si j'emprunte 100 000 $ canadiens, je vais m'engager à rembourser 100 000 $ canadiens, plus les intérêts. Je ne vais sûrement pas m'engager à rembourser 300 ou 400 000 $ parce que j'ai emprunté pour les autres clients de la banque. C'est exactement ce qu'a fait l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a emprunté de l'argent, on a emprunté 40 milliards, on va recevoir 40 milliards, mais on s'est porté caution pour 80 milliards d'emprunts. Donc c'est pour ça que le livre s'appelle on marche sur la tête, parce que ce qu'est l'Union européenne, on a l'impression que c'est une sorte de maladie mentale contagieuse, que les gens ont pris des produits stupéfiants, peut-être ils prennent de l'alcool, on ne sait pas, on ne comprend pas. Quelqu'un de normal qui vient des années 80-70, il regarde ce qui se passe aujourd'hui, il se dit mais enfin, il s'est passé quelque chose. Vous avez un gaz hilarant, il y a quelque chose qui fait que les gens font absolument n'importe quoi. Parce que normalement, vous voyez, il y a un principe de pesanteur. On prend ce livre, voilà, on lâche, ça tombe, ça s'appelle la gravité. Mais l'Europe dit aux gens, regardez, le livre, il va tenir tout seul. Et les gens croient ça. Et on leur dit, vous savez, hein, s'il n'y avait pas l'Europe, eh ben, le livre, il tomberait. Mais c'est complètement fou. Donc, on marche vraiment sur la tête. Et sur la question du Covid, exactement. En fait, moi, j'ai réagi à l'époque quand même en juriste aussi, en avocat. J'ai réfléchi un peu à la chose et je m'étais dit immédiatement, et je vous jure que je ne relis pas l'histoire comme ça m'arrange, j'étais persuadé que l'Europe ferait ce qu'elle sait faire de mieux, parce qu'elle sait faire une chose correctement. Hein. Vigo a raison de rappeler qu'on marche sur la tête, mais il y a une chose où l'Europe ne marche pas du tout sur la tête, c'est lorsqu'il s'agit de mettre en place son fameux fédéralisme clandestin. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit de trouver des armes et d'utiliser une situation pour devenir plus forte qu'elle l'était le jour avant. Tout à fait le cas des emprunts, d'ailleurs. Exactement. Et là-dessus, avec le Covid, je me suis tout de suite dit, c'est une aubaine formidable. Alors, dans plein de domaines, hein, mais surtout sur un domaine spécifique, c'est de venir par la fenêtre obtenir ce qu'elle n'arrive jamais à faire objectivement par la porte
ou très rarement. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a jamais de vote, d'élection, ou très peu de référendums, très peu d'assentiment populaire, que l'Union européenne trouverait là les armes pour justifier son espèce de souveraineté de toute pièce et accroître son pouvoir sans l'annoncer officiellement. C'est exactement ce qui s'est produit, avec en plus un effet massif dû à la question du Covid, c'est le poids de la bien-pensance et le poids du discours, vous savez, on va dire, hygiéniquement correct. C'est-à-dire, si vous êtes celui qui renacle à ce que l'Europe ait plus de pouvoir en matière de santé, vous êtes pour la mort des Européens, vous êtes contre la santé des Européens, vous êtes hostile à ce que l'Europe gère bien la situation. Donc vous avez le double poids à la fois moral, sur la question vraiment de la santé, et à la fois, vous pèse sur vous le double poids, l'autre poids, qui est celui d'être contre l'Europe, c'est-à-dire d'être finalement pour, vous savez, la guerre, la division intestine, etc. Au moment même où sur la question des masques, on voyait que les pays, chacun voulait ses propres masques pour sauver les siens, là où l'Europe était incapable de se mettre d'accord, mais au bout, on a quand même profité pour avancer son agenda idéologique, qui est le même qu'elle a depuis les années 60, et chaque fois, c'est la même chose qui se passe, c'est une crise, une avancée de l'Europe par des mécanismes qui ne sont tout sauf des mécanismes démocratiques. En même temps, c'est qu'il n'y a pas de solution. Vous dites, vous soulignez bien que même Reconquête, finalement, avec Zemmour, son parti n'a pas vraiment de plan très clair pour sortir de l'Union européenne. Et finalement, il y a évidemment il y a moins de pluralisme idéologique, c'est-à-dire qu'on est un peu dans la logique du parti unique à ce niveau-là. Et finalement, il y a une sorte de, on ne va pas dire de consensus pour l'Union européenne, mais même les partis qui seraient censés être véritablement dissidents jouent le jeu, grosso modo, de l'Union européenne. Donc, dans cette perspective-là, est-ce qu'il y a vraiment une issue pour les gens comme vous là, qui êtes des souverainistes? Alors, on va essayer de regarder ensemble quelles peuvent être les issues de secours. Mais bien sûr, elle se trouve, l'issue de secours, dans le livre. Il faut un peu l'acheter pour la voir. On va garder un minimum de suspense. Vous parlez de Reconquête. Je dirais que c'est surtout Reconquête. Reconquête, ça fait allusion à la Reconquista espagnole, mais en vérité, vis-à-vis de l'Union européenne et du fait d'abîmer la démocratie et la République française, c'est pas Reconquête, c'est soumission à l'égard de l'Union européenne. Parce que l'argument que déploie Reconquête sur la scène nationale politique française au moment de ces européennes, à l'heure où on se parle, c'est de dire que c'est un vote utile européen. Donc c'est vrai qu'ils vont avoir moins de députés que d'autres, mais grâce à l'Europe, ils vont pouvoir peser avec des alliés au sein du Parlement européen. Donc c'est le seul vote utile. Vous voyez, vote utile démocratique, non mais ça c'est horrible, c'est caca. Par contre, si vous voulez un vrai vote utile post-démocratique à l'échelle de l'Europe, votez pour nous parce qu'on sera alliés à d'autres partis. Quels sont ces partis ? Des partis qui sont totalement fédéralistes et main dans la main avec Madame von der Leyen et qui sont couchés devant le fédéralisme européen. Ça, c'est très intéressant. Donc, on voit que la Reconquête sur le sujet, je les aime bien par ailleurs, ils ont des idées qui sont très intéressantes et j'aime beaucoup d'ailleurs les personnalités qui sont parfois flamboyantes et intelligentes, mais sur la question de l'Europe, ils sont complètement couchés. Maintenant, vous avez raison, aucun parti ne résiste vraiment on pourrait dire, au chantage à la diabolisation européenne, parce que la diabolisation n'est plus sur la thématique de l'extrême droite ou de la xénophobie, la diabolisation, elle est sur la thématique d'être contre l'Union européenne. En fait, si on vous soupçonne d'être un Frexiteur caché, là, c'est très, 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 très grave. Vous êtes peut-être complotiste même à ce moment-là? Ah, on ne sait pas. Si on cherche bien, on va trouver que vous êtes complotiste. Et donc, moi, prenons un peu on va dire, de distance ou de recul par rapport au programme politique. On ne se prononce pas sur les programmes politiques que veulent les gens. Mais disons que les écologistes, ils veulent moins de CO2 et plus d'écologie. On va dire que LFI, par exemple, les gens très à gauche, ils veulent le partage des salaires et l'élévation des salaires et moins de multinationales. Et on peut dire, par exemple, que le Rassemblement national ou Reconquête, ils veulent moins d'immigration. Sur chacun de ces thématiques, plus vous avez d'Europe, plus vous avez de CO2, parce que vous favorisez la concurrence soit agricole, soit industrielle de pays qui dégueulassent complètement l'environnement, et vous les faites venir encore plus en Europe. C'est ça que fait l'Union européenne. Donc comment vous pouvez être écologiste et pour l'Europe? Et pourtant, il s'appelle Europe Écologie Les Verts. Comment vous pouvez être sérieusement contre le capitalisme mondialisé comme LFI et être pour l'Europe? Pourtant, ils sont pour l'Europe, parce que on ne peut pas être contre l'Europe. C'est être contre l'histoire, c'est être vraiment un monstre, etc. En vouloir à la paix, en vouloir à la prospérité. Donc ils sont pour l'Europe, tout en favorisant les multinationales et les lobbies dont tout le monde sait qu'ils sont chez eux en Europe. Et maintenant, les gens comme Reconquête ou comme le Rassemblement national qui expliquent lutter contre l'immigration tout en étant pour la construction européenne, alors que la construction européenne déteste les frontières
et que tous les documents officiels qui sont disponibles sur les sites de la Commission européenne expliquent que, effectivement, comme l'a dit M. Leggeri, pour l'Union européenne, l'immigration, ce n'est pas un problème, c'est un projet. Donc on ne comprend pas bien pourquoi tous les partis, quels que soient encore une fois leurs objectifs, accordent une préférence à l'Europe qui ruine en fait, qui détruit intégralement toutes leurs prétentions politiques. Ce consensus-là, Guylain va répondre, mais est inquiétant, c'est-à-dire une forme de cynisation, si je peux dire, des sociétés occidentales où vraiment on a l'impression au Québec c'est la même chose, comprenez, des consensus qui sont étouffants et on se demande vraiment quelle est la place maintenant pour la dissidence dans tout ça. Puis bon, la dissidence, on ne parle pas nécessairement d'extrême droite, là. Bon, l'extrême droite, on sait qu'on utilise le terme évidemment pour discréditer, ouais, c'est ça, nos opposants. Donc, Guylain, là-dessus, on va penser quoi? Oui, alors, sur le carcan qui pèse sur tous les partis, c'est un exemple simple et je le trouve très parlant. Avant même que Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, ne quitte le navire et ne rejoigne le Rassemblement national, il y a quelques années, le budget de Frontex, qui est quand même censé, rappelons-le, garder les frontières, c'est-à-dire s'assurer que globalement il y ait des frontières qui soient respectées tout autour de l'Union européenne. Le budget de Frontex était celui de la ville de Charleville-Mézières, c'est-à-dire une petite ville française, vous savez, la campagne française, quoi, en quelque sorte, une petite ville française. Ce qui veut dire que le budget, je sais que tout n'est pas une question de pognon, tout de même, mais ça veut dire que le budget de Frontex était si ridicule qu'on songeait faire beaucoup avec Frontex, donc garder les frontières de l'Union, et ça veut dire que ceux qui aujourd'hui, quel que soit le parti, s'imaginent que plus de fédéralisme, plus d'Europe réglera le problème, disent donc qu'on va en même temps régler la question migratoire en validant une agence de garde-frontières qui bénéficie d'un tel budget. C'est totalement ridicule. Ça veut dire qu'on veut deux choses diamétralement opposées. C'est un exemple concret, à mon avis, on marche sur la tête et du carcan qui pèse sur les partis. Ensuite, alors vous dites je suis tout à fait d'accord qu'il y a une chape de plomb en fait qui pèse sur l'ensemble de la vie politique française, enfin sur la question européenne. Je pense que le fond du débat, c'est très simple. Le fond du débat, il faut mettre un pied au Parlement européen. On comprend mieux en fait. Le Parlement européen, c'est un saut dans une démocratie d'apparat. C'est-à-dire, c'est une démocratie où personne parle la même langue, si ce n'est l'anglais largement, qui permet de réunir un peu tout ce bastringue, on va dire ça comme ça. Et globalement, vous avez une idée de démocratie post-nationale, puisqu'on essaie d'oblitérer les barrières de la langue, alors même que les partis réfléchissent selon leurs impératifs nationaux. Et il est parti en deux visages, un visage national et un visage européen. Exactement, ce qui veut dire qu'on est censé dépasser, transcender les intérêts nationaux pour trouver un terrain d'entente, alors même qu'à l'échelle des élections, les seuls qui existent sont des visages nationaux, puisque les gens concrètement, ça veut dire quoi, Jérôme? C'est très simple. Les gens ont aucune idée du fait que Jordan Bardella est membre du groupe Identité et Démocratie, d'accord, auquel le RN est affilié, parce que pour eux, Jordan Bardella, c'est le patron du RN qui est programmé pour être qui est le bras droit de Marine Le Pen et qui aura probablement des fonctions fondamentales en prévision des élections présidentielles. Ce qui veut dire qu'en gros, les Français s'en foutent. Donc ça crée une espèce de brouillage de comment la démocratie fonctionne, et ça fait que quelque part au sein du Parlement, les partis eux-mêmes jouent un autre rôle que celui qu'ils jouent au regard de leurs électeurs français, dans une espèce de tour de Babel vitrée qui joue de toutes les langues possibles et des intérêts qui sont extrêmement brouillés entre les impératifs nationaux. Ça veut dire qu'au bout du compte, et à mon avis c'est le fond du débat, les élections européennes sont des élections qui ne servent à rien, dans la mesure où elle crée une tambouille qui, en même temps, ne réglera pas le problème, puisque l'organe décisionnaire, ça s'appelle la Commission européenne, et en plus, tributaire d'une vie politique à l'intérieur du Parlement européen, qui n'intéresse personne, si ce n'est les partis, puisque les Français et les populations et les peuples s'en foutent royalement. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Vous dites que l'Union européenne ne sert à rien. Elle sert du moins à créer des emplois aux membres de la caste technocratique, cette fameuse casta politica. Je ne sais pas si vous connaissez notre ami Javier Milei en Argentine, un personnage assez fascinant qu'on suit de près à Libre Média. Comment se manifeste concrètement dans le quotidien ce grand déclin
Vous parlez de déclassement, etc. Dans la rue, là, les citoyens comme tels, moi, ce qui me frappe au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de Français, de plus en plus de Français de souche, là, entre guillemets, qui viennent au Québec pour occuper de petits emplois, par exemple à l'épicerie, etc. Donc, c'est un peu le monde à l'envers, là, c'est-à-dire c'est la métropole qui rejoint la colonie. Et ça, c'est un peu nouveau, là, qu'il y ait des Français qui soient tenus pour fuir le chômage, de venir au Québec occuper de petits emplois. Évidemment, j'ai un grand respect pour tous les travailleurs, mais témoigne quand même d'un certain déclin français, forcément. Comment se manifeste ce déclin-là et comment il est vécu par les citoyens français au jour le jour? Bon, vous avez au moins trois marqueurs de ça. C'est que, d'abord, ce qui faisait la fierté de la France, c'est-à-dire d'avoir des services publics qui sont très attachés à notre culture politique, universelle, catholique au sens grec du terme, universaliste en fait, universel, c'est-à-dire un hôpital public qui était en pointe. Si vous aviez une maladie pas très grave, vous alliez dans une clinique pour être sûr d'être que avec des riches et avoir de l'eau pétillante d'une grande marque et avoir un abonnement à des chaînes du câble sur votre télévision. Mais enfin, bon, vous alliez pour un problème esthétique. Vous n'allez pas, si vous aviez une maladie très grave, vous allez dans l'hôpital public. Et c'était vrai jusqu'à une date récente, parce que l'hôpital public français, c'était l'un des meilleurs du monde. Le système de santé français était supérieur au système de santé américain. Il coûtait beaucoup moins cher. Et les plus grands professeurs de médecine, là où il y avait de la recherche médicale, scientifique de très haut niveau, c'était l'hôpital public. Aujourd'hui, l'hôpital public, c'est une ZAD. L'hôpital public, c'est une sorte de... c'est un hall de gare avec des clochards, des gens qui crient, qui se battent, etc. Les médecins ont peur. Donc ça, c'est quand même une transformation très matérielle du phénomène. Le deuxième mécanisme, c'est le modèle d'assimilation français. Vous parlez des colonies, mais il y avait des colonies, comme vous saviez, en Afrique, et on dit, c'était très raciste de dire nos ancêtres les Gaulois, mais en vérité, c'était le slogan le moins raciste possible, parce que l'esprit français, c'était de faire de tous les gens de l'Empire français des Français. Donc que les enfants dans le Sahel, au Mali, ils se sentent les héritiers de l'histoire de France, et qu'ils pensent un jour pouvoir égaler Molière ou nos grands scientifiques, ou Linné. Donc là, si vous voulez, ce modèle d'assimilation qu'on a porté sur tous les continents avec des peuples, de manière un peu délirante d'ailleurs, parce qu'il y avait un côté complètement délirant et fou, et la France est capable de fabriquer des grands projets politiques fous, comme l'était l'Empire colonial, ou comme l'est d'ailleurs la construction européenne, qui me semble un projet fou et délirant. Eh bien, cette assimilation, elle ne marche même plus chez nous. C'est-à-dire qu'on a été capable de faire obéir au doigt et à l'œil des centaines et des centaines de millions de musulmans, parce que l'armée française, elle a été composée extérieure, elle a été composée de beaucoup de combattants musulmans qui étaient incroyablement loyaux et fidèles à la France. Et croyez-moi, ils étaient tous musulmans pratiquants. Mais ça ne posait aucun problème, ils adoraient la France. Maintenant, une petite partie de ces musulmans sont en France et ils sont capables d'obtenir la capitulation totale des dirigeants français, et que le peuple français tremble de peur à l'idée que, je ne sais pas, 10-15% d'une minorité va d'un seul coup soumettre comme ça à la férule 80 ou 90% de la majorité. C'est complètement absurde. De toute façon, il suffirait d'envoyer la Légion étrangère, il n'y aurait plus personne en 5 minutes. Mais bon, les Français se font croire ça. Pardon? La question de l'insécurité, ce qu'on appelle les incivilités, tout ça en France, évidemment, pour vous, c'est un signe très net dans la rue de ce débat. Très net. Plus d'assimilation. Et plus d'assimilation d'un côté, l'idée que les Français refusent d'être Français et de convertir les autres en Français. Ils refusent eux-mêmes déjà, et ensuite, effectivement, ils ont peur d'appliquer les lois, mais ça, Guilain vous l'expliquera mieux que moi, en passant par le concept d'état de droit. Et le troisième et dernier exemple, c'est le déclin économique dont vous parlez, c'est-à-dire qu'en fait, la classe moyenne, qui était quand même le gros bloc central français, que moi j'ai connu quand j'étais enfant, c'est-à-dire 70% des Français appartenaient à la classe moyenne, ils n'étaient ni pauvres ni riches somme toute, mais ils ne se privaient pas, ils ne comptaient pas leur argent, ils partaient en vacances, avaient parfois même une résidence secondaire, a complètement fondu en réalité. Il n'y a plus de classe moyenne. On utilise le terme classe moyenne, mais en réalité vous avez une partie de gens extrêmement pauvres, 15-20%, et puis vous avez un énorme paquet de gens qui sont très fragiles sur le plan économique, qui arrivent à peine à payer leurs factures. Et ça, c'est l'ancienne classe moyenne. L'ancienne classe moyenne, c'était l'ancienne classe pauvre des années 70-80. C'est très net. Et quand vous regardez, et ça c'est à l'échelle de l'Union européenne, je termine là-dessus, par exemple 2008-2022, toute la zone de l'Union européenne
fait moins de 5% de croissance. Moins de 5% de croissance de 2008 à 2022. La zone nord-américaine fait plus de 150% de croissance. Donc, qui n'avance pas recule. Voilà. Donc là, on a bien compris qu'ici, c'est une espèce de limace économique. La croissance est arrêtée. Les moteurs sont arrêtés. Tout est fait pour la rente. Tout est fait pour l'épargne. Tout est fait pour que les épargnants allemands ne perdent pas d'argent. Il n'y a plus d'argent qui est investi. Tout l'argent est injecté dans des investissements à l'étranger. Donc, on a une triple préférence étrangère dans l'économie française. On importe de la main-d'œuvre pour ne pas augmenter les salaires, c'est l'immigration. On fait venir de l'investissement étranger, c'est ce que fait le président Macron avec Choose France. Et ensuite, nos entreprises les plus efficaces, qu'on appelle le CAC 40, ils produisent à l'étranger pour des marchés étrangers. Donc, l'économie française est complètement arrêtée depuis plus de 15 ans. Oui, alors je vais totalement dans ce sens. Et de toute façon, c'est l'objet évidemment du livre, très largement. Je pense qu'il y a un paradoxe qu'on met assez peu ou beaucoup trop peu en lumière. Un vrai paradoxe, c'est qu'à la fois, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour de temps en temps critiquer l'Europe néolibérale, ultralibérale plutôt d'ailleurs pour être précis. Mais par contre, on perd de vue un aspect totalement essentiel de l'Europe et qui pèse sur nous, mais dans la vie quotidienne, pour répondre à qu'on a vu que les agriculteurs notamment, mais pas que, c'est le caractère soviétique de l'Union européenne, c'est-à-dire la bureaucratisation, l'administration, l'espèce de, j'ai tendance à dire, de machine de bourrage de papier. Vous savez, on a l'impression que l'Europe, c'est une imprimante qui ne fonctionne pas. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il y a toujours du papier qui vous revient à la figure. En fait, l'Europe est aussi une machine à valider, à enregistrer ce moment que nous vivons en Europe depuis quelque temps, qui est que les Français ont l'impression dans leur chair, à tous les niveaux, les agriculteurs l'ont montré, mais pas que, vraiment pas, que à tous les niveaux, vous savez, il y a toujours une directive, un règlement, un morceau de papier qui vous empêche d'avancer, qui vous retient, qui fait que vous allez être plus pauvre et entravé, qu'il n'y a pas de solution et qu'en plus vous allez être moins riche qu'auparavant. Ce qui fait que évidemment, l'Europe n'a pas créé tout ce papier d'elle-même. Je dis, on peut pas dire ça. C'est-à-dire que, évidemment, la France parfois fait des conneries. Je veux dire, je crois que c'est le général de Gaulle qui disait, il me semble. Les gouvernants qu'on mérite. Exactement, les gouvernants qu'on mérite. C'est pas toujours la responsabilité d'un président de la Commission. Il n'empêche, cette atmosphère de soviétisation, de bureaucratisation, elle est puissante, elle est déprimante, elle crée vraiment une sinistrose qui s'est emparée un peu de la France par ce biais-là. Et on raconte dans le bouquin, alors je veux pas évidemment, je tease un peu et je laisse au lecteur le soin de découvrir le reste, mais l'objectif de ce livre, ça vraiment, c'est exactement c'est à mon avis le sens de tous les débats qu'il faut que nous ayons en France, c'est nous rendre compte qu'il y a des cas concrets très précis où cette espèce de sentiment d'absurdité rejaillit et sape le moral des Français. Je raconte notamment dans le bouquin une histoire de taille de maille de filet pour les pêcheurs, c'est-à-dire des pêcheurs français qu'on empêche d'utiliser tel ou tel filet, d'accord, de filet de pêche, qui fait qu'au bout du compte, ils subissent 20 tailles de mailles de filet de pêche en quelques années. Donc imaginez pour eux, le foutoir que c'est d'organisation juste pour avoir le droit de pêcher quelque part. Et en plus, la France, dans une affaire qui dure sur 15 ans, c'est un truc de malade, c'est une espèce d'usine folle de droit, fait qu'au bout, la France est condamnée à payer près de 100 millions d'euros juste parce qu'elle renacle à faire le nécessaire pour interdire à ces pêcheurs de pêcher. On marche littéralement sur la tête. Donc, pour vous répondre, tout ça alimente la sinistrose et alimente le déclassement général et ce sentiment que quel que soit le bout par lequel on le prenne, on s'en sortira pas. C'est quelque chose qui, à mon avis, perle dans l'esprit des Français, c'est que, bon sang, on n'y arrivera pas, on n'arrive pas à s'en sortir, on ne trouve pas l'issue de sortie. Ouais, c'est pour ça que je disais que c'était quand même assez pessimiste. En terminant rapidement, peut-être... le rôle des médias et des fact-checkers, ça, c'est assez amusant. Vous y revenez 2 ou 3 fois là, sur les fact-checkers. Donc, évidemment, ceux qui luttent contre la désinformation, vous savez. Donc, ce sont un peu les gardiens de l'orthodoxie. Donc, c'est quoi le rôle des médias, finalement, dans l'adhésion des élites à cette mondialisation heureuse ou malheureuse? Ouais, je veux dire juste, je vais laisser Guylain terminer sur ce point, mais il y a une dimension idéologique et religieuse, c'est-à-dire qu'il y a une croyance. Et la croyance, elle est très répandue dans les classes dirigeantes, les notables, et les journalistes font partie même s'ils ne sont pas toujours le salaire qui va avec, font partie des notables et des classes dirigeantes. Et donc, ils adhèrent à la religion des classes dirigeantes. Et la religion des classes dirigeantes, au cœur, on trouve la croyance dans l'Europe. Donc, il est interdit, il y a une autocensure
Un peu comme quand on était communiste, on pouvait pas dire du mal du Parti communiste. Quand on était au parti nazi, on croyait forcément à l'inégalité des races, un peu, etc., etc. Et quand on est dans enfin là, c'est des religions idéologiques folles, mais même quand vous êtes chrétien, catholique, vous ne dites pas du mal du pape, en fait, par définition. Donc là, on a vraiment cette impression d'autocensure, et c'est très notable sur les fact-checking, parce qu'on voit des sites internet qui vont débunker, comme on dit dans le mauvais français, pardonnez-moi, on n'a pas le talent des Québécois pour trouver toujours des synonymes. Ça prouve que l'Europe progresse et l'américanisation progresse à travers l'Europe. Mais ces débunkages d'une information, par exemple, qui dit que l'Union européenne a autorisé les insectes pour réduire le CO2 dans la production agricole, vous trouvez plein de sites en France qui vont démontrer que c'est faux. Mais quand vous lisez les articles produits par les journaux, vous vous rendez compte que c'est vrai. Et donc, on voit bien finalement qu'on ne peut pas aller contre des croyances religieuses. Alors, c'est exactement ça. Le cas des insectes, il est symptomatique du foutoir à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, j'ai fait comme tout le monde, je prends vous savez, étant juriste, je prends les directives de la commission, les arrêts de la Cour de justice pour voir un peu comment ça fonctionne et voir le système, point barre. Et alors, vous prenez les médias qui vous disent, oui, le RN ou la droite radicale, peu importe, vous dit que c'est pas vrai, l'Europe ne rêve pas qu'on mange des insectes demain, d'accord, que ce serait une fake news, c'est-à-dire que c'est pas vrai, il y aura toujours on va faire le nécessaire pour de l'élevage et il y aura pas que des insectes dans l'assiette des Français. Et alors là, vous regardez en détail le fonctionnement du système Farm to Work, qui est donc le programme de la Commission européenne pour lutter contre le réchauffement climatique et toucher aux assiettes, quelque part. C'est ramener la ferme dans les assiettes. Farm to Fork, pardon. De la ferme à la fourchette. De la ferme à la fourchette. Merci, Guillaume. Effectivement, et vous regardez ça en détail et vous observez, c'est le premier élément, un scientifique qui est contacté par la commission, qui est consulté par la commission sur le programme Farm to Fork et qui dit clairement, sans embâge, que ce sera bien d'utiliser la farine d'insectes puisque ça aura l'avantage de lutter contre le réchauffement climatique, de lutter contre la méthanisation, le phénomène de méthane. Et donc, du coup, c'est une solution à venir. Et c'est comparé dans d'autres pays qui le font déjà. Évidemment, les pays d'Afrique qui ont des problèmes de sous-nutrition et qui, du coup, recourent à ce type de dispositif parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, on dit finalement, le chic plus ultra, si je puis dire, de l'Europe, c'est de copier le modèle africain en faisant manger des insectes, aux bons consommateurs européens. Mais il faut vérifier l'information. Et ça, c'est une vérification. Mais sur les fake news, pour être plus global, moi, j'ai constaté surtout que j'ai passé 10 ans ou 12 ans sur les bancs de la fac à apprendre le droit de l'Union européenne, le grand système juridique de l'Union européenne, la Commission, la Cour de justice, etc. Et nous battions quant à savoir si oui ou non la fameuse légende qui veut que vous savez que l'Europe contraint tellement la France qu'on n'a plus de levier de décision. Est-ce que oui ou non c'est vrai? Et les profs de droit, la plupart, vous disent non, c'est pas vrai. Fake news. La France fait ce qu'elle veut. C'est mettre ça sur le dos de l'Europe à bon compte. C'est une façon de trouver un épouvantail pour gagner les élections. En gros, l'Europe c'est merveilleux et elle n'est pas du tout un épouvantail ni un couvercle qui pèse sur nous. Et ensuite vous vérifiez et vous apercevez que des braves européistes très gentils qui adorent l'Europe et qui sont les derniers à reconnaître la chose, disent eux-mêmes, chiffres et statistiques à l'appui, que dans des domaines comme l'environnement, notamment l'agriculture, vous avez 80 à 90% de la législation qui est soumise aux directives européennes, qui, je le rappelle, sont d'effet direct. Ça signifie que le droit français ne peut pas s'opposer aux directives européennes, soit directement, soit indirectement. Ça veut dire quoi au bout? Ça veut dire que il y a une usine à gaz de la fake news qui vous dit c'est pas vrai, l'Europe nous laisse vivre, c'est une façon de stigmatiser cette magnificence européenne. La réalité, c'est que l'Europe nous contraint, que chaque fois qu'une décision est prise, elle dépend de l'Union européenne, qui elle-même fabrique, selon la Commission, c'est-à-dire un exécutif non élu et des juges européens que personne ne connaît, et qu'au bout du compte, le président de la République française, c'est un garçon de course qui vient délivrer la bonne parole de Bruxelles, tout simplement. Il fait de la communication. Et qui fait de la communication. Guillaume Bigot et Ghislain Benessa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On invite évidemment tous nos auditeurs à se procurer votre dernier livre, On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges. C'est publié aux éditions de l'Artilleur. Merci. Merci, Jérôme. Merci beaucoup.